Bonjour, donc bienvenue à cette séance sur les préincubateurs de l'Université de Genève. Donc le but de cette séance est de vous présenter les acteurs internes à l'université pour vous aider dans vos projets entrepreneuriaux. Donc que vous soyez étudiant ou chercheur, vous allez pouvoir voir au cours de cette séance des acteurs disponibles pour vous aider, que ce soit en faculté des sciences, en faculté de médecine, en informatique ou pour les SDGs. Donc en fait, l'idée ici, c'est de vous présenter une structure assez récente de l'université, donc tout simplement innovation. Les acteurs qui vont être présentés aujourd'hui, donc c'est le Science Innovation Hub, que j'aurai le plaisir de vous décrire juste après, l'accélérateur translationnel de la faculté de médecine, le pôle d'innovation numérique du centre universitaire informatique, et le SDG Solution Space et le SDG Accelerators, qui vont être décrits après. Donc on a la chance d'avoir aujourd'hui donc le projet OSE, qui va être décrit juste après, Vincent Evanari de l'accélérateur translationnel, et les deux projets suivants, les deux structures suivantes seront présentées via Zoom. Donc vous avez les sites web ici, n'hésitez pas à aller voir, il y a tous les contacts disponibles si vous êtes intéressé. J'essaierai de répondre au mieux aux questions avec mes collègues au cours de la séance. Donc je vais commencer avec le Science Innovation Hub. Donc le Science Innovation Hub, c'est le préincubateur de la faculté des sciences. On va voir ce qu'est un préincubateur. Donc on est assez récent, on a été inauguré en novembre dernier, donc on a 1 an officiellement. Donc quelques chiffres sur la faculté des sciences, pour celles et ceux qui ne sauraient pas, mais c'est une des meilleures facultés au monde d'après les récents rankings, les récents classements. On a à peu près un peu moins de 3000 étudiants et 800 PhD students. Différents domaines de recherche, que ce soit l'astrophysique, avec le prix Nobel l'année dernière, les sciences pharmaceutiques, les maths, la physique, etc. Et il y a environ 340 chercheurs, dont 160 professeurs. La préincubation, qu'est-ce que c'est? Donc le but, c'est de renforcer le soutien aux étudiants et aux chercheurs dans leurs projets entrepreneuriaux, c'est-à-dire le chercheur ou la chercheuse a un projet innovant dans une invention, une technologie qu'il a développée dans son laboratoire, et il ou elle se demande si ça vaut le coup de tenter un projet entrepreneurial. Et nous, on est là pour ça, vraiment pour faire l'overlap entre le laboratoire et la société ou l'incubateur. Ça a été présenté mardi dernier avec la Fongite. Donc l'idée, une fois que le chercheur ou la chercheuse vient chez nous, ou les étudiants, c'est de regarder si la technologie développée est désirable, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une clientèle possible, est-ce qu'elle est faisable, évidemment si vous voulez vendre un produit c'est bien de pouvoir le faire, et est-ce qu'il est viable, ça c'est de voir si la société peut vivre des profits qu'elle ferait en vendant ce produit. Le mot d'ordre c'est la curiosité, que vous soyez chercheur, entrepreneur ou ce que vous voulez, c'est d'être curieux, et autant dans la recherche que dans l'entrepreneuriat, il faut être ouvert à tout et à toutes les possibilités. Donc qu'est-ce qu'on fait au Science Innovation Hub? Les 4 piliers, c'est on offre des espaces de laboratoire ou de bureau, un accès privilégié aux différentes infrastructures et plateformes de la faculté, mais aussi de l'université. On coach, on aide les équipes qui ont un projet à justement évaluer les 3 critères que j'ai présentés avant, et on leur donne un accès également à l'écosystème de l'innovation à Genève, sachant que le principal atout pour développer un projet, c'est le réseau. Donc vous avez ici plus en détail ce qu'on fait. Donc, on donne accès à ces 4 piliers via un prix, le prix InnoScience. Donc les étudiantes à côté de moi ont reçu, elles vont vous expliquer juste après en quoi ça consiste. C'est pour 6 mois renouvelables. L'infrastructure, donc c'est toutes les plateformes comme je l'ai dit. Le coaching, c'est en particulier avec la Fongite, donc qui est l'incubateur soutenu par l'État de Genève. Et évidemment, tout seul on n'est rien. Donc on travaille en étroite collaboration avec le bureau de transfert de technologie Unitech, les autres pré-incubateurs donc qui vont être présentés juste après, ou des Fac Labs ou les cliniques de l'entrepreneuriat. On n'est pas que des pré-incubateurs. On travaille aussi avec l'OPI, qui a eu une séance juste avant, je crois, à 11h, et avec InnoSuisse, etc. Donc pour être éligible au prix InnoSciences, qu'est-ce qu'il faut? C'est avoir un projet de recherche qui implique la faculté des sciences. Alors, qui viennent de la faculté des sciences, ou tout du moins qu'il y ait une part importante de la faculté des sciences qui soit dans le projet. Avoir une idée de business. Donc, comme je l'ai dit, le pré-incubateur est là pour vous aider à évaluer son potentiel, mais il faut quand même en avoir une au départ.
et avoir évidemment des gens motivés. Donc ça, c'est plus en détail ce qu'on fait au cours des 6 mois. Donc l'idée, c'est vraiment de développer les différents critères dont vous avez dû entendre parler cette semaine du business plan, qui sont grosso modo, enfin ici c'est listé, qui êtes-vous, quel est le problème, quelle est la solution, votre produit, en quoi il consiste, quel est le marché, la compétition, etc. Donc on vous aide à dégrossir un peu ces étapes-là, qui seront évidemment affinées une fois que vous serez dans un incubateur. Donc les projets actuels, on a un projet de physique nucléaire, dont le but est de développer des détecteurs pour la future imagerie médicale avec des PET scans. Fluosphera, qui a pour but de développer une technique de culture cellulaire assez innovante. Comacell, qui produit de la biocellulose, OSE, donc j'en dis pas plus, et 2 projets de physique, dont le dernier, Agrolase, qui est un projet qui a pour but de mettre des stations dans les vignes afin de drastiquement diminuer la quantité de produits, de pesticides, ou même pour les produits organiques utilisés. Ça, c'est le processus plus long, donc qui est commun un peu à toutes les structures qui seront présentées aujourd'hui. Donc vous démarrez de l'idée, il y a des cours pour ça, il y a la semaine de l'entrepreneuriat qui est là pour ça, pour vous initier aux projets entrepreneuriaux. Et après, voilà, toutes les étapes différentes ici, je ne vais pas rentrer en détail. Je pense qu'on pourra mettre les slides à disposition, vous n'hésitez surtout pas à nous contacter s'il y a besoin. Et maintenant, j'ai l'honneur de passer la parole à Katiba, c'est toi qui commences ? Oui. Pour leur projet, donc elles sont au Science Innovation Hub. J'en dis pas plus, elles vont décrire ce qu'elles y font et pourquoi elles sont là aussi. Merci. Avec OSE, les sensations explosent pour atteindre l'apothéose. Grâce à la cellulose, les préservatifs sont plus fins et ça, c'est grandiose. On peut ainsi mettre les IST en pause tout en étant en osmose. Et même vos grands-mères, malgré leur ostéoporose, elles osent. Donc le concept OSE, c'est le concept d'un nouveau préservatif fait en biocellulose. Et ce projet est porté du coup par des étudiantes en sciences biomédicales. Donc je me présente, je m'appelle Katiba et je suis co-initiatrice du projet OSE avec donc Esgui, Emma et Esia qui malheureusement n'est pas présente aujourd'hui. Non, reste sur l'audio, s'il te plaît. Donc OSE, c'est un petit peu le fruit de la rencontre de plusieurs coïncidences. En début d'année 2020, on a eu un cours qui traitait brièvement de la cellulose. Quelques jours plus tard, nous avons eu un autre cours et dans le cadre d'une note pour notre fin d'année, nous devions inventer un nouveau produit et présenter son business plan. Et finalement, la dernière coïncidence, c'est que donc, Julien faisait partie des jurés pour notre note et c'est ainsi qu'on a continué un petit peu avec ce projet OSE. Ok, maintenant je vais vous parler des préservatifs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, on retrouve principalement des préservatifs en latex naturel sur le marché, mais que ce matériel pose un certain nombre de problèmes. Tout d'abord, le latex induit des réactions d'allergie. C'est pourquoi nous proposons des préservatifs en biocellulose, parce que la biocellulose est un matériel qui est biocompatible et qui n'induit aucune réaction d'allergie. Ensuite, le latex est actuellement importé d'Asie, ce qui a un certain coût écologique. Tandis que la biocellulose, elle, peut être produite localement, parce que la biocellulose est en fait un produit naturel fabriqué par des bactéries lors de processus de fermentation. Donc il est tout à fait envisageable d'avoir une production locale et de mettre ainsi en place un marché durable et équitable. Mais aussi, un grand problème qu'on rencontre de nos jours, c'est qu'on retrouve un très grand nombre de préservatifs dans les cours d'eau ou dans les forêts, ce qui n'est pas bon pour l'environnement. Et ce problème peut notamment être résolu avec les préservatifs en cellulose, parce que la cellulose dans l'emballage est complètement stable, mais une fois dans la nature peut être dégradée. Et le dernier avantage de ce matériel est qu'il pourrait en fait nous permettre d'avoir des préservatifs jusqu'à 3 fois plus fins que ceux actuellement sur le marché. Ok, donc maintenant, moi, je vais parler du déroulement du projet, donc pour expliquer aussi pourquoi on est ici. Donc, on a 3 phases à notre projet. Donc, la première phase, c'est recherche et développement. C'est la phase dans laquelle on est actuellement et on travaille pour trouver la recette parfaite de cellulose pour l'utiliser pour des préservatifs. Ensuite, on va avoir une deuxième phase qui va faire les tests nécessaires pour l'obtention du label CE,
qui va mener à la troisième phase qui sera la mise sur le marché. Donc, on a reçu le prix InnoSciences, dont Julien parlait juste avant, de la Faculté des Sciences. Et pour ça, on a à disposition du coup les laboratoires du Science Innovation Hub, dans lesquels on peut faire nos tests sur la cellulose, faire de la cellulose, etc. On a aussi l'expertise de François Barja, qui travaille déjà dans ses laboratoires sur la cellulose et qui nous aide beaucoup avec ça. Et au final, on a l'expertise de Julien Levallois ici présent, qui nous aide avec tout ce qui est administratif, tout ce qui est recherche de fonds, les contacts, etc. Donc voilà un peu un résumé de notre projet. Merci. Alors, je ne vais pas me poser des questions à moi, mais je vais en poser à vous. Peut-être vous pouvez nous décrire comment, en tant qu'étudiante, vous arrivez à vous organiser pour mener un projet comme ça, parce qu'il y a de la recherche, il y a des recherches de fonds, de la recherche scientifique, donc c'est ce que je voulais dire avant. Comment vous vous organisez au quotidien? Parce que ça, je pense que ça peut intéresser les personnes qui nous regardent. Alors déjà, nous, on a une grande chance, c'est qu'on est 4 sur ce projet. Et du coup, ça nous prend moins de temps parce qu'on peut diviser tout le travail par 4. Mais c'est très intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses, que ce soit au niveau de la recherche de fonds. On s'est rendu compte que c'est particulièrement chronophage. Et on s'est aussi divisé au niveau des recherches. À chaque fois qu'on vient au laboratoire, on s'est divisé en groupes de 2. Et puis, on a des cahiers pour pouvoir communiquer les uns avec les autres de manière efficace. Bien. Sinon, est-ce qu'il y a des questions? Je vais regarder parce que que des compliments, ça c'est bien. Il n'y a pas de questions dans le chat encore. Alors voilà, c'est une question de JP, merci. Vous pouvez imaginer créer votre propre start-up pendant ou après vos études? Alors c'est vrai que là, pour l'instant, on est pendant nos études. Donc là, toute la phase de la recherche, on l'a fait pendant les études. Mais c'est vrai qu'après, pour créer la start-up, si ça demande plus de temps, il nous faudra peut-être à nous de prendre une année sabbatique. Pour l'instant, on arrive à jongler les deux, mais ça sera à voir plus tard si ça prend encore plus d'ampleur. Parce que vous estimez, je le sais un peu, c'est un peu biaisé, mais vous estimez à combien de temps un peu le produit final? Dans combien de temps vous pourrez avoir un produit final, en fait? Grosso modo. Alors, ça va dépendre de nos recherches, donc on ne peut pas donner une date fixe parce que, évidemment, on est encore dans la partie recherche et développement. Mais si on continue comme ça, d'ici, je pense, une année, on pourra avoir déjà un prototype. Ouais, ce qui est bien, parce qu'il y a pas mal de travail avec les normes après, effectivement. Bien, merci beaucoup. Alors, je vais vous laisser aller étudier. Et puis, je vais faire venir après sur scène mon collègue Vincent, qui est accompagné de Vanari. Merci. Je vous laisse poser le micro. Les aléas des conditions sanitaires. Donc Vincent Wagner, donc je vais lui transmettre la télécommande une fois qu'on aura mis un petit coup de produit dessus. Donc Vincent Wagner, il va vous parler de l'accélérateur translationnel de la faculté de médecine. Donc comme son nom l'indique, c'est à la faculté de médecine. Il va nous décrire les différentes activités. Et ensuite, Vanari nous présentera son projet qui est en lien avec l'accélérateur. Merci Vincent. Bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter l'accélérateur transactionnel qui existe depuis mars 2018 à la faculté de médecine. C'est quoi la mission de l'accélérateur transactionnel? Il y a 3. C'est d'inspirer notre chercheur à la faculté de médecine. Comment on accomplit ça? En mise en contact avec les leaders d'industrie, les gens qui traduisent une idée en un produit tout le jour. En éduquer dans l'entrepreneuriat. Et on fait ça dans plusieurs façons. On donne les outils du business, les aspects finance, propriété intellectuelle, les essais cliniques. On a aussi un programme, ça s'appelle iTeams, où les étudiants veulent prendre, les graduates veulent prendre un projet d'un chercheur et avancer ça.
Le troisième, c'est d'accompagner notre chercheur avec un prix incubateur. C'est l'idée de mettre un expert dans un domaine et connecter avec les chercheurs pour avancer un projet. L'équipe, ça existe de 3 personnes, moi, professeur Dubuis et Juliette Lemagnon. Et on travaille avec les experts de Health Valley. Les industriels, souvent le PDG des entreprises, qui a 20-30 ans d'expérience dans le domaine de valorisation de recherche. Pour travailler sur un projet, ça demande beaucoup d'experts de mettre ensemble et de contribuer pour avancer le projet. Et ça, c'est notre rôle. Notre approche est faite en 2 étapes. Il y a une idée qui est trouvée, après il y a une discussion qui est faite dans un entretien individuel ou dans une table ronde avec les industriels, qui éventuellement donne une innovation. Pas chaque idée est une innovation, mais si c'est une innovation, après on essaie de valoriser ce produit en quelque chose qui peut aider une patiente. Et ça, c'est fait avec notre programme Booster et le prix incubation. Notre process est suivant. On a les entretiens idéation. De cela, on choisit certain qui est le plus potentiel d'être valorisé. On travaille en table ronde avec les experts dans l'industrie. Et de là, certains sont choisis pour notre programme iTeams. C'est un cours reconnu par le collège doctoral ou en pré-incubation chez nous. Ça peut aussi être chercher du funding chez InnoSuisse, ça peut aussi être trouver un partenariat, etc. Dans la faculté de médecine, nos projets sont très, très divers. Quand on regarde le nombre qui ont travaillé dessus à niveau idéation, le premier de tous, c'est pharma. Il y a une molécule ou une biologique qui en a fait sur un système modèle et du travail sur ce projet pour faire un produit qui peut aider un être humain. Deuxième, c'est les dispositifs médicaux. Troisième, c'est le diagnostic. Quatrième, c'est du thérapie. Il y a 3 domaines qui récemment sont plus en plus, on voit une augmentation l'année dernière et cette année, c'est la thérapie dans le sens que le microbiome est un nouveau domaine qui est beaucoup de recherche dessous. Il y a les applications téléphoniques et intelligence artificielle qui sont de plus en plus appliquées pour le médical, et il y a de traitement cellulaire, cellules souches souvent, qui est aussi plus en plus développé. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait à l'accélérateur transitionnel? C'est d'offrir un support. Cet support peut être à plusieurs niveaux. Un conseil sur le process de translation. Ça peut être l'établissement d'un business plan. Ça peut être de chercher et aider en trouvant le financement qui est souvent chez InnoSuisse. On participe aussi récemment à un NCCR dans la technologie transfert, Evolving Language. Et finalement, on va finir ça avec un coaching intensif qui peut être fait dans notre programme
de pré-incubation. Et c'est là où j'ai le plaisir de présenter Vanary, le CEO de Vanarix. Merci beaucoup, Vincent. Et merci d'avoir fait l'effort de le faire en français, parce que c'est un sacré challenge pour quelqu'un qui vient du fin fond de l'Arizona. Oui, merci beaucoup, Vincent. Vanary. Bonjour, alors je m'appelle Vanary Tiang. Je suis CEO de la start-up Vanarix qui est incubée par l'accélérateur translationnel maintenant depuis 1 an et demi. Et mon plus grand supporter, c'est Vincent Wagner, et mon coach personnel, parce que c'était un vrai long process pour arriver à ce stade. Donc, Vanarix, donc là, on est une petite équipe, hein, on est exactement 3 filles et 3 drôles de dames. Donc, on a un projet sur la régénération du cartilage. Vanarix a mis en place un produit de thérapie cellulaire. Donc là, je vous explique la prochaine étape, je crois que c'est la next slide, oui. Donc, en quoi consiste ce produit? Donc, ça fait très longtemps que les cliniciens, les chercheurs cherchent un moyen de réparer le cartilage articulaire. Donc, plein de produits existent sur le marché, mais aucun ne permet la régénération du cartilage. Donc, après que celui-ci soit endommagé, il a très peu de pouvoir d'autoréparation. Donc, ce dommage du cartilage, s'il n'est pas réparé, peut très vite évoluer en ostéoarthrose. Cette pathologie-là concerne aussi bien des jeunes patients que des personnes âgées. Il est dû à des microtraumatismes dus sur le cartilage, donc sport intensif. Souvent, les gens qui ont des ruptures de ligaments croisés ou des opérations de ménisque s'exposent à une augmentation de 50% au cours après ce dommage d'avoir une arthrose. Donc, l'important, c'est d'arrêter l'évolution de cette dégénération. Donc, on a mis en place un produit de thérapie cellulaire qui consiste en une médecine très personnalisée. C'est-à-dire qu'on va prendre un bout de cartilage dans une zone non portante, par exemple du genou, du patient. On va en extraire les cellules. Ensuite, avec ces cellules-là, on les amplifie en laboratoire. Ces cellules vont servir par un procédé de tissue engineering qu'on a mis en place dans le laboratoire pour créer des micro-tissus de cartilage, des petites bidins 2 mm carrés qui vont servir à être déposés dans la lésion. Au bout de 3 mois, cette lésion est complètement comblée. On a eu un succès donc, au niveau de la phase préclinique chez les mini-cochons. Et c'est donc à 100%, les lésions chez ces animaux ont été réparées. Donc on est vraiment très confiant. On est maintenant à l'étape clinique. Il a fallu attendre l'autorisation éthique. C'était un long chemin très difficile. Donc voilà ce qu'on a dû faire. La préclinique qui a duré 1 an et demi. Ensuite, l'autorisation éthique est vraiment toute récente. En plus, avec le coronavirus, c'était un peu difficile de continuer les manips en laboratoire. Donc, on l'a eu qu'en août. Et maintenant, la prochaine étape, c'est, avant d'avoir l'autorisation éthique de mener les études chez les patients, c'est l'approbation des agences du médicament Swissmedic. Et là, c'est un énorme travail dont je ne me rendais pas compte. C'est la fabrication de ce produit de thérapie cellulaire-là en respectant les normes du médicament. Et on espère être prêt à déposer ce dossier au printemps l'année prochaine et que les premiers patients soient recrutés au milieu de l'année prochaine. Donc, on a encore du travail. On est en phase de First-in-Man Study. Et puis, voilà. Et puis aussi, il fallait trouver des fonds, coordonner. Bon, voilà. Beaucoup de choses dont je me suis rendu compte au fur et à mesure, mais je pense qu'il faut rester motivé dans ce genre de projet de thérapie cellulaire spécialement. Voilà, ben merci si vous avez des questions. Merci beaucoup Vanary, ouais, je pense que j'en aurai déjà. Je suis assez très satisfaisant, je trouve, de voir 2 projets présentés, 7 membres, 7 filles. Ça déjà, ça fait toujours plaisir de voir ça. Ça casse un peu certains mythes, je pense. Alors, j'ai une question. Je vais d'abord poser la question du chat, c'est normal. Pouvez-vous dire un mot sur les processus de levée de fonds pour un cas comme le vôtre? Alors, la question de Jeanne. Levée de fonds. Alors, il faut avoir vraiment, c'est vrai que le réseau joue beaucoup entre l'accélérateur transnational, leur propre réseau. Moi, j'ai bénéficié d'un business angel. C'est vraiment en discutant à droite, à gauche, par des amis que connaissent des amis.
Et c'est ce premier, c'était le seed funding. Bon, évidemment, en général, un seed funding, on attend entre 1,5 million et 2 millions maximum. Puis ensuite, pour mener des projets pareils en phase préclinique et clinique, il faut davantage. Donc là, je suis en train d'appliquer pour Inno Suisse. On ira vers des projets européens, mais le premier funding est essentiel, c'est le networking. Les proches, voire les amis. Il y avait des chirurgiens qui étaient prêts aussi à mettre de l'argent dans ce projet au départ, mais en fin de compte, ça a été une personne qui a cru en le projet. Donc, effectivement, ce projet-là est loin d'être sexy par rapport à ce qui est cancéro, neuro. Alors, effectivement, il a fallu convaincre, être motivé qu'on était dans un breakthrough, vraiment quelque chose d'innovant. Et ça, c'était pas facile parce que rendre un projet sexy autour du genou, c'est pas gagné. Ouais, c'est clair. Moi, j'aurais peut-être une question. Là, donc, on voit la flèche du temps. À quel moment tu es arrivée, parce que tu étais chercheuse à la faculté de médecine, Oui. À quel moment tu es arrivée à l'accélérateur? Et est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que c'était pas un peu trop tard, un peu trop tôt? Pourquoi pas? Souvent, quand on a une carrière de chercheuse, si on n'est pas prof, publish ou perish, voilà. À un moment donné, postdoc, c'est pas la fin du tout si on n'arrive pas à être prof. C'est se dire, si on est motivé et avoir un projet, il faut être créatif, il faut tenir bon. Si on a une idée qui n'est pas encore concrète, je pense que l'accélérateur m'a aidé à concrétiser un petit peu les choses et voir un peu les potentiels. C'est ça qui est important. Et je crois que les déclenchements, ça a été un peu chez eux. Voilà, mettre en forme quelque chose d'un peu flou encore. J'ai plein de questions qui arrivent. J'ai une question d'Emma. Alors, je ne sais pas si c'est Emma du projet d'avant, mais comment cela s'est justement passé d'être une équipe 100% féminine? Alors, je n'ai pas choisi. C'est les filles qui sont venues vers moi. Voilà. Et donc, la présidente, notre site web est actif depuis 2 semaines. Vous pouvez aller voir Vanarix, cartilage régénération. La présidente, ma business angel, donc, est une femme aussi. Et donc, le board scientifique, c'est tous les membres de l'accélérateur translationnel pour la partie stratégie, affaires réglementaires, donc, qui sont là encore me conduire. Et j'espère, d'ici 1 an, voler de mes propres ailes et faire des levées de fonds un peu plus importantes et voilà, qu'on sorte de l'université. Support très important de l'accélérateur. Ouais. Une autre question de Maya. Aujourd'hui, vous travaillez à 100% pour votre projet ou vous êtes encore chercheuse en même temps? Alors, on ne travaille pas à 100% si on est créateur d'entreprise, on travaille à 250%. C'est important de le signaler. Ouais. Et il faut en être conscient parce que, comme moi, maman avec 3 enfants, donc yes, you can, mais il faut savoir être manager à la maison et en entreprise, mais on peut, avec des enfants à la maison et créatrice d'entreprise. Voilà, c'est le message que je voulais donner aux femmes, jamais abandonner. Bon, effectivement, il faut faire beaucoup plus que les hommes, ça, il faut en être conscient. Mais on peut. Mais tu n'es plus chercheuse? Non. C'était la question. Non, 250%. Voilà. CEO de la start-up. Bravo, on m'écrit. Enfin, voilà. Moi, je peux dire que bravo également. Et puis, je vous remercie tous les deux d'être venus. Et s'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on va passer à la suite. Merci beaucoup, Vincent et Vanari. Donc la suite, les interlocuteurs, les intervenants n'ont pas pu être présents et présentes. Donc ils sont en connexion par Zoom et je vois qu'on commence par David sûrement. Donc David Hoth, que vous voyez à gauche sur l'écran, qui n'a pas eu le temps de se raser ce matin, comme moi, et qui va vous présenter le pôle d'innovation numérique. Donc je vais lui laisser la parole. David, the floor is yours. Est-ce que vous m'entendez? Moi, oui. Très bien. Bonjour et merci de cette opportunité de présenter le pôle d'innovation numérique, qui est un des 5 pôles d'innovation de l'Université de Genève. L'équipe du pôle d'innovation est plus grande que ce qu'on peut mettre sur une slide, mais principalement, il y a Giovanna Di Marto Ceregudo, qui est la directrice du Centre universitaire d'informatique, et moi-même, responsable du pôle innovation numérique et du FacLab. La présentation aujourd'hui va porter brièvement sur le pôle,
innovation numérique. Et ensuite, on va passer à 3 exemples qui vont illustrer à leur manière les 3 missions du pôle innovation numérique. Et je vais être accompagné donc dans la présentation de ces exemples par Emmanuel Kellner et Bastien Fioretti. Dans le contexte du CUI et comme membre du réseau des pôles d'innovation de l'Université de Genève, le PIN poursuit 3 missions. D'une part, il accompagne les étudiants et les chercheurs avec des projets numériques orientés sur une exploitation commerciale ou un impact social. Et pour illustrer cela, on aura donc la présentation d'Emmanuel sur le projet Loguer. D'autre part, il propose un lieu de rencontre et de collaboration avec les secteurs publics et privés de la région, notamment pour aider dans la conception et prototyper des services numériques, et aussi pour offrir un support à la veille des technologies numériques, comme par exemple le blockchain, le machine learning ou les jumeaux numériques. Pour illustrer cela, je présenterai le projet Support Tableau Patient qui a été réalisé en collaboration avec les HUG. Et la 3e mission, c'est de développer des services innovants pour la communauté universitaire, c'est-à-dire des services numériques à destination de toute la communauté universitaire, ou en tout cas d'une grande partie. Et pour illustrer cela, on aura Bastien Fioretti qui nous présentera le projet Chatbot GSM. Pour mener à bien ces 3 missions, le PIN s'est doté de 4 outils que je vais brièvement présenter. Le FacLab, qui est un Fab Lab académique au cœur de l'activité. On y pratique la fabrication de tangibles et d'intangibles dans l'esprit d'innovation ouverte. Et il y a la possibilité aussi d'avoir des résidences éphémères de projets, et on met à disposition au FacLab de l'espace et des capacités de fabrication. Le FacLab est situé à Battel, dans le bâtiment A, dans le centre universitaire d'informatique. Le 2e outil, c'est l'accélérateur de sciences et de services numériques qui permet l'expérimentation de thématiques et de projets apportés soit par des étudiants ou institutionnels pour faire émerger des services innovants pour la communauté. C'est une collaboration entre le CUI et la DISTIC, la division des systèmes informatiques et de communication, et pour faire émerger donc des services innovants pour la communauté. La forge numérique, le 3e outil dont s'est doté le PIN, est un service aux entreprises et PME de Genève et de Suisse. Et il met à disposition de l'expertise technique numérique pour réaliser des proof of concept ou des prototypes numériques. Et finalement, la clinique de l'innovation supporte et coach des projets, d'initiatives et d'étudiants. Cette clinique de l'innovation est activable par n'importe lequel des 5 pôles d'innovation de l'Université de Genève, et il offre aussi un réseau qui est plus grand de partenaires qui dépassent l'Uni Genève, comme Geneus, Fongit et l'association Innovation Time, etc. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur le site web, sur notre présence web au pin.unige.ch, par email à pin@unige.ch, au numéro de téléphone qui s'affiche, ou directement nous rendre visite à Battel, au bâtiment A. On va maintenant passer à l'exemplification de ces missions, en commençant par le projet Support Tableau Patient des HUG.
Donc, cet exemple, en fait, incarne, si on veut, la deuxième mission, qui est de proposer un lieu de rencontre et de collaboration avec les secteurs publics et privés de la région. C'est une collaboration plus précisément entre le FacLab et l'équipe plus temps pour les patients des hôpitaux universitaires de Genève. Et c'est grâce à une mise en relation, en fait, du service d'impression 3D de l'hôpital universitaire de Genève qui nous a contactés pour répondre au challenge suivant, qui est de reproduire 100 fois cette pièce que vous voyez là à l'écran, cette pièce en orange, qui sert à supporter un tableau patient. Ici, les tableaux blancs que vous voyez qui sont vides dans ces photos. Brièvement, pour expliquer de quoi il s'agit, les tableaux patients sont des tableaux d'information à l'adresse du patient de l'hôpital, sur lequel les soignants ont affiché ou écrire au marqueur au blanc de l'information importante pour le patient. Son régime, les rendez-vous qu'il va avoir dans la journée, et ainsi de suite. La meilleure manière pour l'hôpital de fixer ses patients pour que le patient puisse, de fixer ses tableaux pour que le patient puisse les voir, c'est d'attacher sur cette barre que vous voyez dans l'image du milieu les tables de chevet des chambres d'hôpital. C'est une barre qui est relativement standard et donc on peut se baser là-dessus pour designer une solution qui permettra d'afficher ces tableaux. Le problème que l'hôpital a rencontré, c'est qu'il fallait reproduire à peu près 200 fois cette pièce en impression 3D. Et en fait, cette pièce prend à peu près 5 heures à imprimer. Vous faites le calcul, 1000 heures d'impression, ça fait beaucoup de travail pour les machines, ce qui n'est pas un grand problème, mais aussi beaucoup d'opérations pour l'opérateur des imprimantes 3D. Donc, ils se sont dit, on va demander au FacLab de nous aider. Mais on a eu un problème là aussi, c'est que notre imprimante, enfin les imprimantes qu'on a ne permettent pas d'imprimer des objets de cette taille. Donc, on a dû designer une nouvelle solution. Et donc, ça a été un processus itératif de design d'une solution. D'abord en essayant d'utiliser d'autres matières et d'autres manières de fabriquer cet objet à l'aide de fabrication numérique, comme la découpe laser. Ici, vous voyez un mélange entre découpe laser et impression 3D. Et alors, ensuite, on s'est dit, plutôt, on pourrait se passer de la visserie, donc on va essayer de designer une autre pièce, imprimée en 3D et toujours à l'aide de la découpe laser. Mais ça devenait de nouveau très intensif à imprimer, plusieurs heures pour imprimer quelques pièces uniquement avec nos imprimantes 3D. Donc, on a repensé le problème et au final, on pense qu'on a trouvé maintenant la solution qui est en train d'être testée. On peut imprimer relativement rapidement plusieurs pièces à la fois et les apporter à notre partenaire plus de temps pour les patients. Ici, vous voyez les pièces qui commencent à être testées par les équipes soignantes des HUG. Donc voilà un exemple qui illustre notre deuxième mission, proposer un lieu de rencontre et de collaboration avec le secteur privé et public de la région. Je vais maintenant passer la main à Emmanuel Kellner qui va vous proposer le projet Logger. C'est à toi, Emmanuel. Bonjour à tous. Merci de nous recevoir. Donc, je vais vous présenter le projet Logger qui a commencé dans un pré-incubateur de l'université pour continuer dans un deuxième. Logger est un projet mené par Julieta Arancio et moi-même, deux doctorants, une Argentine et un Suisse. Et on travaille sur la pollution de l'air. La pollution de l'air, c'est
un problème qui est assez connu, mais quand même méconnu, dans le sens où une mort prématurée sur 7 en Suisse, un pays développé, est liée à la pollution en particules fines. Ça représente à peu près 5000 morts par an, mais cette pollution, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir. Et les données disponibles, produites par le gouvernement, ne permettent pas vraiment aux citoyens d'adapter leur comportement, ni aux gouvernements locaux de construire des villes plus durables et qui permettent de vivre en meilleure santé. Alors, pour répondre à ce problème, ce qu'on a commencé à faire, c'est concevoir des appareils ouverts, open source et open hardware, à bas coût, qui pourraient recueillir une quantité très importante de données et littéralement cartographier en temps réel la pollution aux particules fines à travers la vie des citoyens qui les porteraient. Ces appareils peuvent être attachés sur des vélos, peuvent être pris avec nous quand on court, déployés sur des transports publics, peu importe, et ils permettent, l'idée est de permettre de mailler le territoire de façon assez fine pour produire d'un côté des conseils pour les gens qui souhaiteraient minimiser l'impact de la pollution sur leur santé, par exemple en évitant des trajets plus pollués pour courir ou pour se rendre au travail à vélo, mais aussi de l'autre côté des conseils pour produire des politiques publiques basées sur les données. À gauche, vous pouvez voir les appareils sur lesquels on travaille. Donc, tout à gauche, c'est l'appareil communautaire qui est en train d'être distribué à présent. Et plus à droite, c'est un autre projet qui pourrait être déployé sur des vélos Genève Roule en partenariat avec le soutien de la ville de Genève et aussi grâce à un autre accélérateur le SDG Accelerator, dont on vous parlera plus tard aussi. Et à droite, c'est des visions qu'on a de l'application. Pour réaliser ça, on est parti, donc c'est un projet qui a été développé dans un Fab Lab et qui continue dans un autre. On est maintenant en résidence au Fac Lab. On a pu rentrer en contact avec des étudiants en sciences des services d'information du CUI, et ça nous a été très profitable dans le sens où ça nous a permis d'ouvrir notre projet sur des technologies différentes, de pouvoir affirmer la construction de notre application que vous pouvez voir à droite, mais aussi de permettre une plus grande participation à l'utilisation des données et à leur stockage. On a pu bénéficier notamment du travail d'une vingtaine d'étudiants en 3e année de bachelor qui ont travaillé sur des concepts de machine learning, de gamification, de big data et aussi des interfaces utilisateurs, ce qui est très très important pour un projet qui souhaite faire remonter des informations. C'est à peu près tout ce dont je vous parlais. On a effectivement reçu beaucoup de soutien et on sera toujours là pour répondre à vos questions, aussi pour savoir comment vous aider à vous insérer dans un univers académique et toutes les possibilités qu'on peut avoir par ces projets. Merci. Merci. On passe la parole à Bastien maintenant, Bastien Fioretti. Excusez-moi. Je dois juste... Ok, j'ai un gros glitch. Faut juste... oui, je sais, malheureusement. Ok, je l'ai. Super, merci. Désolé. Pas de souci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je vais vous présenter du coup, donc je suis Bastien Fioretti, étudiant actuellement en master système et services numériques au Centre universitaire d'informatique, l'Université de Genève. Et du coup, moi, dans le cadre de mon projet de recherche, de bachelor, en collaboration justement avec le pôle d'innovation numérique, et puis avec l'accélérateur justement qu'on vous a parlé au début. Donc, j'ai participé à la mission donc développer des services innovants pour la communauté universitaire. Et en l'occurrence ici, ça a été de développer un chatbot, donc un agent conversationnel intelligent, donc un ordinateur en fait qui est capable d'interagir avec des humains en langage humain, en langage naturel, via un service de messagerie hébergé sur un site web ou sur des réseaux sociaux. Donc en fait, le cas, je vais vous présenter tout de suite en fait une petite démo pour vous montrer à quoi il sert. Donc le chatbot en fait est sur la page d'inscription au master de la faculté d'économie et de management de la GSM.
et se présente et puis dit à quoi il sert. Et du coup, à quoi il sert? Il sert à orienter du coup les étudiants dans leur démarche d'inscription à ces masters, en leur donnant des réponses instantanées et personnalisées justement par rapport à leur profil. Donc la discussion suit une histoire, hein. Donc la première question, par exemple, c'est de savoir en quoi l'étudiant est intéressé, en quel master. Donc par exemple, on va faire un profil simple, le master en économie. Donc tous les chatbots ont des boutons pour cibler, hein, un petit peu les réponses et la discussion qu'a l'utilisateur. Mais on peut très bien taper quelque chose, hein. Donc par exemple ici la question c'est est-ce que j'ai mon bachelor ou est-ce que je l'ai cette année? Je peux lui dire ok, cette année. Et puis donc là il va comprendre, il va m'a souhaiter bonne chance déjà. Et puis donc le profil simple, ça serait que le chatbot ici, donc pour un profil d'étudiant, donc admettons que je sois déjà en GSM pour mon bachelor. En fin de compte, l'accès est consécutif. Donc là, il a compris mon profil. La conversation se termine. Donc l'accès est consécutif. Il me donne donc le formulaire à remplir, le lien pour le remplir. Il me donne des informations très précieuses. Et puis, donc, si ça m'a aidé ou non. Donc, on peut lui dire oui. Et puis aussi, ce chatbot est fait aussi pour répondre à d'autres questions simples de type FAQ, posées de nombreuses fois à l'administration. Donc, par exemple, quel est le coût de l'inscription à l'université? Et puis donc là, il va aller piocher dans sa mémoire et nous trouver du coup les différents tarifs, enfin, le montant des taxes en fin de compte universitaires. Et puis donc si on n'a pas d'autres questions, on termine. Et puis donc il va nous saluer. Donc ce chatbot a été déployé 2 mois, hein, un petit peu moins de 2 mois donc sur cette page d'inscription. Et on voit qu'il a été utile à 1500, enfin on a eu 1500 utilisateurs environ, et donc ce qui représente un peu plus de 11 000 messages envoyés. Donc utile aussi à la fois côté étudiant pour les aider à s'inscrire, et puis aussi collaborateur puisqu'il a réduit la charge de travail de l'administration qui répondait auparavant à ces questions et aux étudiants. Et puis moi, ce projet donc, qui a bénéficié de l'accélérateur me bénéficie encore puisque je vais le continuer dans une nouvelle version pour plus avancer en fait, pour le rendre donc ce chatbot dynamique et interopérable avec les bases de données de l'université. Et c'est le sujet de ma thèse de master. Voilà, je vous remercie. Merci Bastien et merci Emmanuel. Ça termine la présentation du PIN. Je repasse la parole à Julien ou alors à Thomas directement. Merci David, hein, merci s'il y a des Emmanuel, questions, merci évidemment. Bastien, ouais. Merci à tout le monde. Ouais. On va peut-être directement passer à Thomas, c'est ça? Bonjour à tous, merci de nous donner une chance d'intervenir dans cette session. Merci à Julien, merci à Maria qui est très bien organisé, il semble. Mon job en 3 minutes, c'est de présenter le SDG Solution Space. Donc Emmanuel Kellner est le meilleur exemple, un des meilleurs exemples de ce que le SDG Solution Space a pu produire. Donc notre espace fait 330 mètres carrés, basé au campus Biotech Innovation Park, équipé d'un Fab Lab et dont le but est vraiment d'aider nos étudiants du Master Innovation, Développement Humain et Durabilité à devenir des entrepreneurs. Alors, ça peut être des entrepreneurs comme Emmanuel qui crée une association ou qui crée une start-up, mais ça peut aussi être des gens des étudiants qui vont devenir des intrapreneurs ou des change makers dans les organisations internationales. Notre but, c'est vraiment de pousser l'innovation pour les SDGs, pour les objectifs du développement durable. Et donc, les étudiants reçoivent une formation théorique et pratique dans le cadre de leur master, mais en plus, on essaye de les équiper avec les outils et la foi et le réseau qui leur sera nécessaire pour avancer. Alors, je reprends juste l'exemple de Manuel qui a très, très bien décrit que en fait, son projet est né d'un workshop organisé dans le cadre du master. Et ensuite, on l'a aidé à continuer, à faire son premier prototype, à bootstrapper son use case dans un hackathon qui avait été organisé en collaboration avec Open Geneva sur la mobilité. Et ensuite, on lui a proposé de faire une campagne de crowdfunding avec We Make It Science Booster qui a réussi très bien. On lui a mis en contact avec des gens de l'ETH Zurich. Ça a
pas assez bien marché, mais c'est pas grave, il faut essayer. Et ensuite, on a mis aussi l'équipe Loguer en contact avec Ginov à la ville de Genève pour lever leur seed investment. Donc ça, c'est un petit peu le genre de service qu'on rend au Solution Space, de faire une transition douce entre un concept d'éducation pour l'innovation, pour le développement durable, et pour que les étudiants puissent devenir des entrepreneurs. C'est vraiment un mélange de soft coaching, j'ai envie de dire, de mentoring, et puis de mettre en relation les étudiants avec les bonnes personnes pour avancer. On n'est pas là pour dire aux étudiants ce qu'ils doivent faire. Le but, c'est vraiment qu'ils apprennent et qu'ils essayent par eux-mêmes, et puis qu'il y ait une réflexion. On apporte beaucoup d'importance à ce que les étudiants développent une réflexion critique pour pouvoir gagner en agilité et en efficacité, et dans leur bootstrapping de leur business model ou de leur projet, de leur use case. Donc ça, c'est le but du Solution Space. J'ai pas de slides, mais vous voyez en background, vous avez pu remarquer, c'est l'espace. On l'a aussi construit de manière cosy, de manière agréable, avec des pas très cher, et aussi en essayant de recycler un maximum de mobilier, parce que notre but, c'est le développement durable. On essaie vraiment de faire un endroit agréable où les gens ont envie de venir, ont envie d'échanger. Juste pour finir aussi sur le Solution Space, aujourd'hui, le Covid a un petit peu mis un grand frein sur cet espace, sur l'utilisation de cet espace qui est très prisé en général des organisations internationales et des NGO pour venir faire des événements, faire des workshops, pour apprendre, faire des moments de design thinking. Et à chaque fois, ça donne des opportunités à nos étudiants d'être en contact avec des personnes qui pourraient leur être utiles dans le futur de leur carrière, par exemple à l'OMS, au Palais des Nations, à la Croix-Rouge, et ainsi de suite. Donc, on a vraiment, le but de notre espace, c'est vraiment d'être un agora, un forum semi-public où les étudiants bénéficient vraiment d'un écosystème et un environnement qui leur donne envie d'aller plus loin et d'avancer, avec des gens qui peuvent les aider vraiment. Voilà. Je crois que maintenant, c'est José qui va nous présenter le SDG Accelerator en anglais. Thank you. So thanks, Thomas. Thanks, Julian. So I'm going to present the SDG Accelerator. So basically, it's a program for helping a student moving forward from their ideas to social innovation through all different phases. We provide them with advices and financial support. So basically, the accelerator has two major goals. On one hand, education, so learning innovation by doing innovation. So we help projects for moving forward from one phase to another, giving them the opportunity of learning on the different phases of innovation. On the other hand, social innovation, the social impact. So the students coming from the SDG Accelerator are working in real world problems and helping them to move forward of the different innovation phases, help them to increase the chance of having an impact in society. So basically, to explain how the SDG Accelerator works, so in collaboration with the Solution Space and the program, the activity running there, like the workshop and summer school, the student can come to the SDG Accelerator at any time in the innovation, any time and any stage of their innovation project. So there is not a deadline. They go for a project submission where basically they tell us about the problem, the solution they are offering, and the potential impact, and the most important, the needs that are preventing them to move forward, to advance. So basically, after the submission, we have a meeting where we help them of shaping the presentation and better identify the need and potential solution for the need. And we present that to an expert board, normally composed with external people, some people from the university, from other faculty, or people from the Geneva innovation ecosystem, including incubator, including international organization, or including NGOs. So this presentation open to the collaboration with other institutions around, but it's also a way of presenting a feedback to the student from very different angles. So with this, with the help of the expert, we write a review and the decision about the support of the SDGs
accelerator, and they go back to work with their project, with their activities. So one of the one thing that one of the challenges here is to make it in a couple of weeks, preventing the student to be waiting for a traditional submission or to be delayed in their project. So one key differentiation from what we are doing compared with other programs is that we are not providing, the SDG Accelerator is not providing coaching about intellectual property, about business model, or about presentation skills. So rather, when we identify that needs, we help them to be connected to institutions providing that kind of services, like could be InnoSwiss courses, or it could be pre-incubator like Genius, who had been actively collaborating our activities. So just to give a flavor, we had been working for the last 3 years, supporting more than 25 projects. And we had been doubling the number of projects, multiplying by 2 the number of projects had been supported by the SDG Accelerator. And they are ranging from all kinds of disciplines, including health, environmental, environment, gender equality, or sustainability. So just to mention, we are not alone in this, in the idea of supporting a student. So many initiatives have been created in Switzerland and around Geneva, including foundation who started supporting ideas, the Association of Student Innovation, and including events like the Swiss Forum for Student Innovation Entrepreneurship. So for us, the key next step that we envision in short term would be the better integration with the people presenting here today. So see how the SDG Accelerator could be better integrated with the University of Geneva Innovation Network in order to support projects that are cross faculty, involving a student from the different faculties, and the integration with the Innovation Numeric on the creation on the CLIC, the Innovation Clinic. So I'm going to give the word now to Will, one of the students, to present one of the projects that has been supported by the SDG Accelerator and has been creating a test solution space. Thank you. Thank you, Jose. Thank you, everyone. Good afternoon. So plastic pollution in oceans is an important and well-documented sustainability issue. Yet how this plastic gets there is not well understood. Through innovation workshops in the SDG solution space, Dam Plastics was created to solve this problem. Let's hear about the project from my wonderful colleague, Jiao Wen, in this video. Hate to break it to you, but there is a plastic crisis in our oceans. Plastic pollution is irreversible, and it chokes and poisons our wildlife. Many of the current efforts focus on beach cleanups. However, a huge amount of ocean plastics come from rivers. So, what can we do? Well, there are man-made structures called dams in our rivers. They are unique because they stop plastic and clean it out regularly. What's cool is that there are more than 57,000 dams in the world. This gives us a chance to create an intervention that can be used by anyone, anywhere. From one dam in one river to no plastics in all rivers, Dam Plastics empowers stakeholders to systematically monitor plastics at dams. Our innovative strategy consists of a harmonized toolkit for both dam operators and citizen scientists to allow them to generate, analyze, and use data about plastics for the ultimate goal of reducing plastic pollution. So, what does it look like? Well, it consists of the best practices for plastics data collection and the process of analyzing photo data on one of the most active citizen science platforms in the world. But this data by itself is insufficient to create change. So what can we do with the data at our fingertips? How about anti-plastic activism? Now, activism may sound terrifying,
when really it simply means taking a stand for what we believe in. This may be protesting, introducing legislation, pressuring plastic producers to change their unsustainable habits. It can even be convincing our friends to not buy the plastic bottles that we have seen floating in our rivers. So, let's review. The toolkit allows learning by doing. Data is produced, knowledge is gained, which can be mobilized for positive action, helping to get rid of those stubborn plastics in our environment. What's waiting for us on the other side is a clean river and an even cleaner planet. Great. So we are currently in the pilot project stage, working with a dam operator and waste manager in the Caen-Genève region on the Rhône River. So with generous and rapid support and advice from the SDG Accelerator, we are currently evaluating innovative ways to collect plastic pollution data, most notably with image recognition. We hope to then scale regionally and beyond. You can find out more about us and stay up to date at damplastics.org. Thank you. Alors, je pense, est-ce qu'on m'entend du coup? Oui? Ouais, ok, je vois Thomas hocher de la tête. Ouais. Bon, désolé si mon micro faisait du bruit, je sais pas. Pourtant, j'étais très silencieux. En tout cas, merci pour ces belles présentations. C'est super enthousiasmant de voir ces projets fleurir au sein de l'université. Donc, le but de cette séance était vraiment de présenter quelques structures en soutien de l'innovation à l'université. Donc, vous en avez vu plusieurs. On travaille aussi également avec le Centre de l'innovation de l'hôpital, le bureau de tech transfert, tout ce qui est évidemment les structures en dehors de l'université, telles que Geneus, Fongit. Et il faut bien savoir qu'on a chacun nos spécificités, comme vous l'avez vu, nos domaines, mais on travaille vraiment ensemble. Et l'idée, c'est vraiment de mixer les projets interdisciplinaires, mélanger les besoins. On l'a vu tout à l'heure, le projet du pôle d'innovation numérique qui travaille pour la faculté de management. On a vu le projet SDGs qui a travaillé aussi avec voilà, le pôle d'innovation numérique, Loger. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment de mixer tout ça parce qu'on voit clairement qu'il n'y a plus de projets qui sont vraiment en silo. Tous les projets touchent à tous les domaines, touchent à tout le monde. Et donc, n'hésitez pas, que vous soyez étudiants, étudiantes, chercheurs, chercheuses, à venir de toquer à nos portes, comme il a été dit par David, à venir nous voir, nous téléphoner, nous écrire des emails. Je pense qu'on pourra laisser les contacts après, suite à l'événement. Enfin voilà, vous avez tout vu. Donc vraiment, on est à disposition et on remercie toutes celles et ceux qui nous ont écoutés et toutes celles et ceux qui ont participé. Je vois qu'il y a encore José, David et Thomas. Donc merci à tout le monde d'avoir participé et d'avoir présenté sa structure. Et à tout bientôt.